En situation, vous avez fin vingtaine, début trentaine, vous avez fini vos études, vous avez peut-être un 5-6 ans, vous êtes sur le marché du travail, vous travaillez fort, vous avez réduit vos dettes au maximum, vous avez accumulé de l'argent, une belle mise de fonds pour être capable d'acheter votre première maison, votre première propriété, vous allez être enfin propriétaire, vous allez finir d'enrichir les propriétaires d'immeubles à revenus. Donc, vous vous mettez à regarder le marché, puis vous réalisez que potentiellement que votre première maison ne pourra pas être celle que vous aviez envisagée. Ça ne sera peut-être pas la maison de vos rêves, ça ne sera peut-être pas la grosse cabane qui vous permet d'avoir le grand terrain puis être super intime parce que premièrement, sûrement que ça ne fitera pas dans votre budget. Puis deuxièmement, ben, parce que peut-être même que vous ne serez pas capable de vous qualifier pour ce genre de propriété-là. Donc, vous vous retournez vers un plus petit jumelé de quoi de plus modeste ou même un condo. Puis c'est là que vous dirigez. Maintenant, moi, je suis là pour vous discuter d'une nouvelle option, d'une autre option que vous n'avez peut-être pas encore considérée, parce que peut-être vous vous êtes dit, ça c'est pour les autres, c'est pas pour moi, j'ai pas la patience d'avoir ce genre de propriété-là. Mais je suis là de vous parler de l'autre option qui est les immeubles à revenus. Avez-vous considéré que peut-être que vous seriez capable de vous qualifier pour un immeuble à revenus qui serait peut-être plus dans les montants que vous pensiez avoir comme qualification, donc que vous soyez capable de vous qualifier, puis que peut-être que cet immeuble à revenu-là pourrait faire en sorte que ça vous coûterait un peu moins cher dans le quotidien, donc à tous les mois lorsque vous allez faire votre budget. C'est un peu ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Donc, on va comparer l'unifamilial à l'immeuble à revenu, puis pourquoi vous devriez peut-être ajouter dans vos considérations l'immeuble à revenu. Donc, on va passer à travers les points positifs et négatifs de chacun des scénarios. Puis vous allez pouvoir vous faire une tête sur si oui ou non vous préférez y aller pour l'unifamilial ou si vous pourriez être un bon candidat pour acheter un immeuble à revenu. Donc, unifamilial, qu'est-ce qu'on entend par là? On entend bien sûr la maison, donc le jumelé et le condo. Les trois sont complètement différents, donc c'est sûr et certain qu'il n'y a pas les mêmes avantages pour chacun. C'est pourquoi j'ai nommé ici les avantages que souvent on associe à l'unifamilial, mais on va démystifier ça un peu. L'intimité. L'intimité, c'est souvent une des premières raisons pourquoi les gens vont vouloir s'acheter une maison. Ils veulent enfin être intimes, ils veulent plus entendre de locataires ou de voisins leur tapocher sa tête ou sur le côté ou peu importe. C'est pour ça qu'ils vont vouloir s'acheter une maison. Maintenant, dans la mise en situation, je vous ai dit que peut-être que vous n'êtes pas capable, dans le contexte actuel des prix, de vous qualifier pour une maison. Donc, dans ce cas-là, vous allez vous revirer vers un jumelé ou vers un condo. Ce facteur d'intimité-là, vous allez peut-être le perdre. Si vous êtes en condo, ben c'est sûr et certain que vous allez peut-être avoir une meilleure insonorisation d'un logement à l'autre, etc. Donc peut-être que vous allez moins entendre tapocher du pied, mais vous n'êtes certainement pas intime. C'est pas vraiment ce qu'on peut appeler de l'intimité. Maintenant, un jumelé, ben vous êtes séparés, mais vous êtes séparés par un mur adjacent. Encore là, vous pouvez très bien entendre votre voisin à travers le mur. Donc, vous n'êtes pas 100% intime comme dans une maison unifamiliale. Pour ce qui est de l'espace, bon, la maison souvent va venir avec, généralement parlant, un plus grand terrain. Encore là, ça dépend si vous achetez vraiment en ville ou si vous achetez plus en banlieue. Si votre objectif c'est d'avoir un terrain de 10 000 pieds carrés et plus, ben, probablement que vous allez plus l'obtenir avec une maison qu'avec tous les autres types de propriétés. Mais si vous n'êtes pas capable de vous qualifier pour une maison encore, peut-être que ce n'est pas l'investissement le plus intelligent pour vous en ce moment. Mais dans ce temps-là, vous dirigez vers un jumelé ou vers un condo. Puis dans un condo, ben souvent l'espace, c'est pas, on n'en a pas plus que si on était en logement. Puis un jumelé, ben oui, vous allez avoir plus d'espace qu'en logement, c'est sûr certain, vous allez avoir un terrain qui va venir avec ça. Peut-être bien un terrain assez grand pour y mettre une piscine, pour avoir votre remise, pour avoir un peu d'espace pour que les enfants puissent bouger. Mais est-ce que vous avez des grands espaces? Probablement peut-être pas aussi grands que ce que vous auriez été à d'avoir avec une maison unifamiliale. Maintenant, pour ce qui est du peu de gestion. Bon, c'est sûr et certain que
vous avez moins de choses à gérer avec une propriété unifamiliale qu'avec un immeuble à revenu. On va en reparler tout de suite après. Mais vous avez quand même de la gestion à faire. Plus que si vous étiez en logement. Si vous comparez en ce moment que vous êtes présentement en logement ou peut-être même chez vos parents, vous avez probablement plus de gestion à faire. Pas de la gestion de locataire, mais de la gestion des lieux. Donc, de l'environnement, garder ça propre, bien sûr, à l'intérieur et à l'extérieur, entretenir le terrain, abrier les arbres avant l'hiver, abrier les plates-bandes, tondre la pelouse. Il y en a plusieurs choses à gérer. Peut-être faire des améliorations ou des réparations qui sont dues, prévoir des travaux avec des entrepreneurs euh, pour les choses qui doivent être réparées éventuellement. Il peut y avoir plusieurs choses à gérer, surtout lorsqu'on a une maison ou un jumelé. C'est sûr et certain que lorsqu'on est en condo, si on ne fait pas partie du comité, bien, généralement, la copropriété va s'en charger, elle va nous charger des frais, puis il va y avoir un compte provisionnel qui va se charger de bien sûr payer les travaux, puis vous n'aurez peut-être pas beaucoup de gestion. Donc le condo peut être une bonne option si vous voulez avoir peu de gestion, mais jumelé maison, n'oubliez pas que vous n'êtes pas comme en logement, là. Il y a quand même des trucs à faire. Maintenant, les désavantages, là on s'entend, on parle toujours de l'unifamilial versus l'immeuble à revenu. Donc, le désavantage de l'unifamilial, pour un certain montant à l'achat, ça va vous coûter plus cher par mois. C'est sûr et certain parce que vous avez toutes les obligations normales, donc vous allez avoir les taxes, vous allez avoir les assurances, le chauffage, l'électricité, l'entretien, comme on discutait, et bien sûr le paiement d'hypothèque qui va tout revenir à chaque mois. Donc, qui va faire en sorte que ça va être assez onéreux. Ensuite de ça, c'est sûr et certain que si on compare à l'immeuble à revenu, on va en revenir un peu plus tard, mais il va y avoir l'aspect revenu qui va faire en sorte que ça va être un peu moins cher qu'une unifamiliale pour, disons, dans les mêmes ordres de prix, bien sûr. Ensuite de ça, le dernier point. Souvent, on dit que, si on en écoute nos parents, si on écoute nos grands-parents, ils vont dire le plus bel investissement que j'ai fait dans ma vie, c'est de m'acheter une maison. Effectivement, au Québec, on est dans un, disons, dans un milieu où est-ce que les immeubles n'ont pas tendance à perdre de valeur, mais à toujours en prendre. Donc, quelqu'un qui a acheté sa propriété il y a plusieurs années, disons 20-25 ans, même plus longtemps que ça, puis qui a payé des prix ridicules de moins de 100 000 pour leur maison, puis qu'aujourd'hui, la même propriété, ils sont capables d'avoir un 300-400 000 pour, bien, c'est sûr que pour eux, ils ont fait un très bon investissement. Ils ont accumulé beaucoup d'argent. Peut-être même plus qu'ils ont été capables d'accumuler tout au long de leur vie à travers leur placement. C'est bien possible. Mais il faut comprendre que ça se fait sur le vraiment long terme. Mais à plus court terme, c'est possible de perdre de l'argent avec une propriété unifamiliale. C'est possible. Puis en plus, on a un coût qu'on doit payer à tous les mois, donc récurrent, qui revient toujours. Ce qui fait en sorte que c'est pas vraiment, à mon avis, un investissement que d'avoir une familiale parce qu'on l'a payé, on l'a payé cette maison-là, mais plutôt une obligation. À partir du moment où est-ce qu'on a une maison ou un chalet ou peu importe la propriété, ces propriétés-là qui nous coûtent des sous à tous les mois, c'est une obligation supplémentaire. On n'a pas le choix de la payer. Donc, on est obligé de la payer. Puis, on n'a pas de source de revenus qui nous aide à la payer, ce qui en fait plus une obligation. Maintenant, si on compare avec l'immeuble à revenu. Bon, l'immeuble à revenu, ça le dit à revenu. Donc, ça vient avec des revenus. C'est un des avantages principaux d'avoir un immeuble à revenu, c'est qu'on a un ou des locataires qui sont là pour nous aider à payer donc tous les frais à chaque mois. Donc, généralement parlant, plus notre immeuble va avoir de loyer, donc
plus il va être rentable, plus il va avoir de revenus, plus il va être facile à payer, donc moins il va nous coûter cher par mois. Comme je dis, généralement parlant, parce qu'on peut avoir des immeubles qui sont, disons, qui vont avoir moins de revenus, plus de locataires, mais avec des plus petits revenus, tandis qu'on peut avoir un duplex ultra haut de gamme qui va nous permettre d'avoir un très bon revenu. Mais généralement parlant, plus il y a de loyer, plus c'est payant. Ensuite de ça, à partir du moment où est-ce qu'on a un immeuble à revenu, c'est comme si on avait une petite entreprise. Ce que j'entends par là, c'est qu'on a des dépenses qui sont déductibles. Donc, on a des revenus et on a des dépenses, comme une entreprise. Qu'est-ce qui rentre dans les dépenses déductibles? Bon. Première chose, toutes les dépenses donc, en lien avec l'hypothèque. Donc, les intérêts. Bien sûr que la partie qu'on habite, nous, n'est pas déductible d'impôt, mais les autres dépenses d'intérêt. Donc, si, exemple, vous achetez un duplex que vous habitez 50% la superficie, bon, ben, il va y avoir 50% des intérêts qui vont être déductibles d'impôt. Ensuite de ça, ça peut être la taxe de bienvenue qui va être déductible d'impôt. Ça peut être tous les frais de notaire, la taxe sur la prime d'assurance, donc d'assurance hypothécaire, comme ce qu'on appelle souvent la SCHL dans le jargon. Ensuite de ça, quelle autre dépense? Il va y avoir bien sûr les réparations que vous allez faire dans les loyers de vos locataires. C'est sûr que si c'est dans votre loyer à vous, non. Mais si c'est dans celui de vos locataires, ça rentre dans les dépenses déductibles. Ensuite de ça, en fonction du pourcentage de superficie habitable que vous logez, ou plutôt que vos locataires occupent sur votre propriété, mais il va aussi avoir les dépenses à l'extérieur. Donc, exemple, vous avez vous un stationnement, puis lui un stationnement. Ben, son stationnement va être. Les frais de déneigement de son stationnement vont être déductibles d'impôt, par exemple. Si vous faites entretenir la pelouse, ben, ça peut être 50% des frais d'entretien qui vont aussi passer dans les dépenses. Tous des petits trucs comme ça, c'est toutes des dépenses qui sont déductibles. Si vous voulez avoir une liste complète, en fait, je vais vous en parler tout de suite. J'ai écrit un article sur mon blog exactement sur ce sujet-là, que je rentre plus dans les détails et que je mets des chiffres aussi sur tout ce dont on parle en ce moment. Cet article-là, je vais vous mettre le lien dans la description de cette vidéo aussi pour que vous puissiez le retrouver puis que vous puissiez aller le lire si jamais vous avez besoin d'avoir plus d'informations. Ensuite de ça, tantôt je vous disais qu'une unifamiliale, c'était pour moi une obligation parce que, entre autres, vous devez payer à tous les mois par vous-même tous les frais reliés au fait que vous détenez cette propriété-là. Tandis que, ici, un immeuble à revenu, à mon avis, c'est plus un investissement. Pourquoi? Parce que si, exemple, vous décidez de conserver cette propriété-là, puis plus tard déménager dans une autre propriété, ben, vous allez pouvoir louer votre logement aussi. Normalement, généralement parlant, surtout après quelques années, si ça fait quelques années que vous l'habitez, votre immeuble devrait se payer tout seul. Donc, toutes les dépenses devraient être couvertes par les revenus de l'immeuble. Si ce n'est pas le cas, ben là, des fois, il peut y avoir un problème. Vous pouvez être quelques années cash flow négatif. Là. Donc, ça, c'est possible que pendant quelques années, à tous les mois, vous deviez payer un petit montant pour pouvoir, disons, détenir cette propriété-là et qu'elle ne se rentabilise pas tout de suite. Mais après quelques années que vous avez augmenté vos loyers, vous avez commencé à rembourser votre hypothèque, vous devriez vous rendre à un point où est-ce que soit ça ne vous coûte rien pour le détenir, ou que vous faites de l'argent à tous les mois en détenant votre propriété-là. C'est pour ça qu'un immeuble à revenu, c'est vraiment un investissement. Ensuite de ça, dans les points qui sont, disons, négatifs avec l'immeuble à revenu, j'ai mis un peu le contraire d'un bord puis de l'autre, vous remarquerez, c'est souvent ça qui arrive. L'intimité, je mets un gros bémol là-dessus. C'est plus ou moins vrai. Ça dépend, on compare à quel type de résidence familiale. C'est sûr que si on compare à une maison, vous risquez d'être moins intime. Mais si vous comparez à un jumelé ou à un condo, vous pouvez retrouver le même intimité. Si par exemple, vous décidez
d'acheter un duplex, que vous occupez le rez-de-chaussée, puis que vous donnez accès à la cour, puis le logement du haut, vous ne le louez que pour le logement et que vous ne donnez pas accès à la cour. Ça peut être une façon de faire. C'est sûr que vous ne louerez peut-être pas votre logement le même prix, mais vous allez avoir la même intimité que si vous étiez dans un jumelé, par exemple. Ensuite de ça, vous allez probablement avoir plus d'intimité, même si vous partagez votre cour, puis plus, en fait, autant d'intimité que si vous achetez un condo. Maintenant, c'est la même chose qui va se produire pour l'espace. Je ne répéterai pas tout, mais c'est exactement la même chose que je disais tantôt. Donc, l'espace, encore là, ça va dépendre. Le partagez-vous ou vous ne partagez pas l'espace de votre terrain? Vous pouvez avoir des immeubles à revenus qui vont avoir des très grands terrains. Personnellement, j'ai 2 immeubles à revenus, puis les deux, ils ont 7000 pieds carrés de terrain. Bon, c'est pas immense, mais c'est quand même très bien. La plupart des maisons vont venir à peu près avec ça, entre 5000 et 7000 dans la région de Québec. Puis là, c'est sûr certain que plus on va être centre-ville, puis plus les terrains ont tendance à rapetisser. Si vous allez plus en banlieue, vous allez avoir des plus grands terrains. Mais la même chose est vraie aussi avec les immeubles à revenus. Vous pouvez avoir des immeubles à revenus qui vont avoir des grands terrains si vous allez plus en banlieue. C'est possible de trouver ce genre de propriété-là. Donc, le point des espaces, souvent les gens disent « Ah, je ne veux pas acheter un immeuble à revenus, je veux avoir de l'espace. » Vous pouvez avoir un immeuble à revenus qui va avoir de l'espace si vous achetez le bon immeuble. Ça va dépendre d'un immeuble à l'autre. Il faut juste acheter le bon. Maintenant, plus de gestion. La seule gestion supplémentaire que vous allez avoir versus l'unifamilial, à moins que vous soyez en condo, mais versus une maison ou un jumelé, la seule gestion supplémentaire, ça va être la gestion de vos locataires. Première des choses, si vous l'achetez parce que vous voulez l'habiter, premièrement, vous allez être là. Donc, c'est très simple de gérer des locataires lorsqu'on est sur place. C'est une bonne manière de rentrer dans l'univers de l'immeuble à revenus, c'est d'habiter cet immeuble-là. Puis, sinon, c'est ça. Donc, ce que je vous dis, c'est que lorsqu'on est sur place, c'est quand même assez simple de gérer nos locataires. Puis, la réalité, c'est que même si on n'est pas sur place, il n'y a pas grand-chose à gérer. Normalement, si vous avez bien choisi vos locataires, si vous vous retrouvez avec des bons locataires, ils ne vous appelleront pas à tout bout de champ. Vous n'êtes pas censé avoir à vous déplacer ou à vous rendre chez eux, dans leur logement, pour faire des trucs de manière courante. Moi, personnellement, je me déplace seulement, je dirais 3-4 fois cette année, peut-être en 2021, peut-être 3-4 fois que je suis allé dans mon immeuble que je n'habite pas. Puis l'autre immeuble, je suis chez moi. Fait que c'est très simple. Puis si ma locataire a une demande, elle a accès à moi assez facilement. Mais encore là, elle ne demande pas à avoir accès à moi très, très souvent. Fait que je vous dirais que c'est pas une grosse gestion. Maintenant, le dépôt des loyers, virement Interact, ça se fait très facilement. Tous les mois, vous recevez vos revenus, très simple. Puis une fois par année, vous devez envoyer un avis de renouvellement pour savoir si vos locataires vont vouloir renouveler ou non avec vous. S'ils renouvellent, tant mieux, bonne affaire, c'est une chose de moins. Puis s'ils ne renouvellent pas, vous pouvez le voir négativement ou positivement. Le négatif, c'est que ça vous donne, vous devez faire l'effort de remettre à louer votre logement. Le positif, c'est que des fois, on peut en profiter pour le ramener plus au prix du marché. Des fois, notre logement, il n'est pas vraiment à jour. Là, vous pouvez le remettre à jour. Donc, le fait qu'il y ait un peu plus de gestion, oui, il y en a un peu plus, mais c'est pas beaucoup. Ça prendra pas, c'est pas un autre emploi que vous allez vous chercher. C'est quelques heures par année que ça peut vous demander. Puis, il faut voir le plus du fait que vous allez avoir plus de revenus. Donc, ça fait pas mal le tour des points. C'est sûr, certain qu'on pourrait creuser, on pourrait en parler plus longtemps, mais ça, c'est les points principaux. Maintenant, suite à ça, vous devez vous demander, est-ce que je veux tout de suite, maintenant, m'embarquer dans les gros paiements? On s'entend, une hypothèque de 250 000 budgétée en mettant toutes les dépenses. On s'entend, là, on ne parle pas juste d'un montant d'un financement hypothécaire, c'est pas juste un montant mensuel d'hypothèque. Il y a tout le reste, il y a les taxes, il y a
tout ce que j'ai énuméré tantôt qui rentre là-dedans. Fait que normalement, on parle d'un bon trou dans le budget. Là. Ça peut être un 2000, 2500 par mois que ça peut coûter avoir une maison unifamiliale. Ça peut aller bien plus haut que ça aussi. Si je vous disais, vous pouvez d'un côté payer, disons, 2000$ par mois pour une propriété unifamiliale, donc pour une maison unifamiliale ou un jumelé, disons, unifamilial, ou vous faites la concession d'avoir un locataire avec vous, mais tout d'un coup, ça vous coûte peut-être un 500, un 600, un 700$ de moins par mois, puis ça peut être même moins que ça, puis si c'est un triplex, un quadruplex, ça peut vous coûter 500$ par mois pour l'habiter. Peut-être 500$ par mois. Là, en plus, il y a d'autres avantages. Je vous invite vraiment à aller lire l'article que je mets dans la description pour avoir tous les autres avantages. Mais peut-être que là, vous pourriez commencer à considérer et vous dire effectivement que ça serait un achat intelligent que d'y aller avec un immeuble à revenu pour un premier achat. Puis plus tard dans votre vie, peut-être dans une dizaine d'années, quand vous allez être vraiment plus confortable, mais peut-être qu'à ce moment-là, ça pourrait être le bon moment pour vous d'aller dans une maison, une familiale. Quand que votre rythme de vie va augmenter, vous allez avoir plus de revenus, une meilleure position, un meilleur salaire bien sûr. Tout ça, ça vient ensemble. Peut-être qu'à ce moment-là, vous pourrez vous diriger. Puis si vous aviez acheté à la base un immeuble à revenu, vous allez peut-être encore le garder dans votre portefeuille. Ça va vous faire un revenu supplémentaire, puis vous allez pouvoir le conserver pour la retraite, puis pouvoir le revendre plus tard pour vous faire un bon placement. Fait que, si vous avez trouvé ça intéressant, la vidéo aujourd'hui, je vous invite à liker. Vous pouvez vous abonner à mon channel. Je vais essayer de faire des vidéos à toutes les semaines. Et puis, n'hésitez pas à partager si jamais vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés, puis qui hésitent en ce moment à acheter peut-être un immeuble à revenu ou une résidence unifamiliale. Peut-être bien que ça va les aider à prendre leurs décisions.